Peuple d'Afrique, le plaisir est immense de vous retrouver chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. Vous connaissez la formule, vous connaissez le programme Koulinda Africa, votre espace tribune panafricaine pour justement faire ressortir le meilleur de l'Afrique et surtout dénoncer ce qui ne va pas sur notre continent. L'Africain, l'Afrique telle qu'elle est, telle qu'elle devrait être, mais surtout les propositions et autres analyses objectives pour faire décoller ce continent voulu grand par les pères fondateurs. Ce soir, nous restons sur les thématiques qui nous ont interpellés lors des précédentes éditions. Nous terminons avec la situation au Tchad, mais nous revenons aussi sur le Congo-Brazzaville. L'Afrique telle qu'elle se présente, telle qu'elle devrait normalement se présenter, c'est sur votre programme Koulinda Africa. Nous allons disséquer la situation tchadienne. Nous allons aussi parler de succession en République du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, voilà les thèmes qui vont nous interpeller ce soir. Juste la traditionnelle respiration avant que, bien sûr, nous revenions en plateau pour la présentation des panafricanistes qui sont déjà avec nous. A tout de suite. Koulinda Africa, terre d'expression africaine, tribune panafricaine, lieu de réflexion, lieu d'analyse objective certainement pour vous qui nous regardez de par le monde, que vous soyez à Brazzaville, que vous soyez à N'Djamena, que vous soyez à Yaoundé au Cameroun, que vous soyez du côté de Kinshasa, cet espace vous est exclusivement dédié. Tribune panafricaine, je l'ai dit, et je commence les présentations par l'un des panafricanistes les plus aguerris, les plus convaincants, celui qui vous a certainement le plus convaincu sur ce plateau, Patrick Sapak, plus besoin de le présenter. Il est parmi nous comme tous les lundis lorsqu'il est 21h. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga. Bonsoir surtout à la pointe de votre savoir-faire qui se construit chaque jour davantage. Bonsoir à mes frères co-consultants ce soir qui vont, comme de coutume, et aller avec moi, je suis dans la direction de la construction du nouvel ordre continental africain, adossé sur de nouveaux modèles. Nouveau modèle spirituel d'abord, ensuite sociopolitique, géostratégique, justement sur le plan sécuritaire-militaire, et bien évidemment sur tous les pans qui vont permettre justement à notre continent de pouvoir se donner les éléments de soupape de sécurité pour protéger les 330 000 km², dont 622 000 îles et de péninsules qui font la superficie de ce très beau continent, avec 1 392 408 000 âmes qui font sa masse, un énorme marché sur la scène internationale. C'est toujours un plaisir d'être là. Je n'ai pas oublié les techniciens qui ont encore répondu présents pour justement rendre techniquement possible cette plateforme télévisée sur Info Télévision pour s'adresser à la nation africaine tout entière, tant sur l'espace continental africain que dans la diaspora internationale africaine. Merci de m'accueillir. Merci à vous, Patrick Sapak, d'avoir répondu présent sur cette tribune républicaine et panafricaniste telle qu'elle se dédie à travers le continent. Je reste fidèle et je peux me permettre d'adresser un bonsoir fraternel à tous ceux-là qui nous suivent du côté de Libreville au Gabon. Mon bonsoir s'adresse à Maître Jacques Rungu, que je sais en poste dès à présent pour justement suivre les analyses qui nous viennent des panafricains aguerris et convaincus. Maître Jacques Rungu, bonsoir à vous. Je sais que vous êtes du côté de Libreville, c'est au Gabon. Nous poursuivons, Patrick Sapak. Avant que je ne vienne à introduire les autres panafricanistes sur ce plateau, je vais m'arrêter un instant pour continuer avec le devoir qui est le nôtre. Parce que ceux qui nous regardent, certainement, en introduction de mon propos, ont un tout petit peu été désemparés parce que nous avions promis parler ce soir du Cameroun. Et oui, nous ne parlerons pas du Cameroun ce soir. Nous parlerons du Cameroun la semaine prochaine et nous prendrons pour prétexte le 6 novembre. Le 6 novembre qui est date d'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Quelle chance pour nous. Nous avons justement les 40 ans du régime qui seront à l'honneur lors de la semaine prochaine. Et nous allons donc revenir et nous ferons un bilan sans complaisance de ces 40 ans. Certainement avec vous, Patrick Sapak. Mais je vais m'arrêter un instant pour une situation qui est la nôtre, particulièrement lorsque nous parlons de Yaoundé, qui est capitale du Cameroun, lorsque nous parlons des Foulanes, qui est terre de réceptacle du groupe de la télévision Info TV. Nous produisons dans des conditions dantesques. Cela a été le cas la dernière fois. Aujourd'hui encore, nous sommes sans électricité, Patrick Sapak. Alors, lorsqu'on va s'abeller la semaine prochaine
dans ce bilan sans complaisance, il faudra toucher tous les pans, sans fioriture et sans quiproquo, surtout sans froncer les sourcils. Nous sommes en train de souffrir au niveau du Cameroun par rapport à cet hydre-là que l'on appelle le délestage, que d'autres appellent le détestage. Je voudrais rappeler à la conscience africaine que le Cameroun, c'est le deuxième potentiel énergétique d'Afrique après la République démocratique du Congo, avec 22 000 mégawatts de potentiel énergétique. Nous sommes environ aujourd'hui à 1800 mégawatts, normalement, qui doivent être opérationnalisés une fois que ce qu'on avait appelé les barrages de production en construction, qui sont finalement devenus des éléphants blancs, vont être opérationnels. Eh bien, vous allez comprendre que sur ce potentiel-là, le Cameroun, vous avez d'abord pour ce qui est des sources d'énergie renouvelables, vous avez une compagnie de collecte des ordures qu'on appelle Isacam, sans publicité, qui collecte 1200 tonnes de déchets par jour, avec lesquels on peut, par le captage du biogaz, faire de la biomasse, qui est une source d'énergie renouvelable sur le plan industriel. Vous avez dans la partie septentrionale du pays du soleil en permanence et des vents constants. On peut y développer l'éolien et le solaire sur le plan industriel. Et là-dedans, les sources d'énergie, les sources hydrauliques d'énergie sont encore énormes. Et je rappelle très rapidement que le président Amadou Ahidjo avait construit 3 barrages de production, celui de Son-le-Loup et des Deya, et un barrage de production au niveau de la partie septentrionale du pays qu'on appelle le barrage de Lac d'Or. Mais comme au Cameroun, il y a 2 saisons qui s'alternent, notamment la saison sèche et la saison pluvieuse. Pendant la saison sèche, il y a une baisse justement du débit des eaux, et comme les turbines doivent en permanence tourner, eh bien, il a construit 3 barrages de retenue d'eau à Bamendine, Mbakao et Mapé, pour que ces barrages-là encaissent l'eau pendant la période de la saison pluvieuse, et que lorsque arrive justement la saison sèche, eh bien que ces barrages-là abreuvent les barrages principaux des DEA de Son-le-Loup et bien évidemment des lacs d'eau, pour que les turbines ne s'arrêtent pas de tourner et que ces barrages soient exploités à plein régime. Alors, le dernier dragage, la dernière maintenance de ces barrages de retenue d'eau remonte à des temps immémoriaux, ce qui fait que les sables, les pierres, les cailloux, tout ça là, sont venus s'entasser sur la zone qui devait accueillir l'eau pour inhiber justement la mission principale qui était celle d'abreuver ces barrages principaux des DEA de Son-le-Loup et des lacs d'eau. C'est pour ça qu'il a été décidé avec la Banque mondiale, cet autre négrier des temps modernes, qu'il fallait construire un autre barrage de retenue d'eau, celui donc de Lompalgar dans la région de l'Est. Et là, on a 6 milliards d'eau, de mètres cubes d'eau stockés, qui doivent donc jouer le rôle de Bamendine, de Mbakao et de Bapé. Alors jusqu'à date, ce barrage-là est déjà en service, mais il n'abreuve pas parce qu'il y a des problèmes de transport qui sont ventilés justement par cette entreprise-là qui a repris par rapport à la privatisation du secteur de l'électricité, qui a repris justement la marge de l'électricité au Cameroun. Eh bien, ça ne va pas et les délestages sont devenus constants et permanents. Alors, il y a également que le département d'automatisme et de contrôle de l'école normale supérieure polytechnique de Yaoundé qui a averti le Cameroun qu'il y aurait un risque de délestage et de coupure d'électricité de manière constante et permanente si rien n'est fait. Alors, vous savez que dans tous les pays du monde, toutes les sociétés qui travaillent dans le secteur de l'électricité travaillent main dans la main avec les institutions universitaires. Au Cameroun, on s'en cramponne comme de sa première paire de sandales. Alors, c'est pour ça que vous voyez que les populations doivent souffrir aujourd'hui. Le vocabulaire du délestage qui n'avait jamais été dans le subconscient des Camerounais, eh bien, il est présent dans le subconscient des enfants aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons le deuxième potentiel économique d'Afrique et on ne peut pas dans un quartier comme ça qui abrite une télévision qui porte un programme qui doit permettre à l'Afrique de s'épanouir, de se libérer et bien évidemment de se protéger in fine, ne peut pas avoir de lumière parce qu'il y a ce je m'en foutisme qui est adossé sur un bricolage, l'improvisationnisme, le bagou de marchand de chameau et le je m'en foutisme qui habite justement les autorités qui meublent justement la gouvernance de ce pays-là. Nous allons y revenir de manière de fond en comble, de manière claire la semaine prochaine dans ce bilan sans complaisance, vous l'avez dit, Stéphane Barga, c'est pour ça que je loue toute votre intelligence et il n'y aura pas moyen de reculer. Merci Patrick Sapak. Il n'y aura pas moyen de reculer lorsque nous allons faire ce bilan sans complaisance des 40 ans du régime RDPC au Cameroun. Je vous l'annonce dès la semaine prochaine. Vous avez quelques exemples. Nous travaillons dans des conditions dantesques dans un pays où toutes les villes ont des noms de cours d'eau. Qu'est-ce qui se passe à Yaoundé pour que nous puissions être les derniers de la sous-région lorsqu'on parle de
alimentation en électricité, les questions se posent. Mais nous allons faire le travail qui est le nôtre ce soir. Et comme les soirs à venir, nous allons parler. Et nous allons parler en votre compagnie. Cédric Pouga, vous êtes analyste, vous êtes avec nous. Et je vous dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Marga. Bonsoir à tous mes aînés, companélistes de ce soir. Bonsoir à toute l'Afrique et particulièrement aux populations du Cameroun. Donc, nous vivrons des situations assez, vous l'avez dit, dantesques. Nous espérons que la semaine prochaine, lorsque ces aspects-là seront touchés, nous comprendrons qu'en réalité, les problèmes du Cameroun ne sont pas sectoriels. Ils sont davantage structurels du fait que le Cameroun en lui-même n'a pas été pensé pour et par les Camerounais. Et donc, très certainement, avec la maestria qui sera la vôtre dans la conduite de cet exercice, nous pourrons déployer davantage d'arguments pour démontrer ici que le Cameroun a tout pour décoller, mais malheureusement est dynamité par un certain nombre de choses qui seront certainement déployées, je n'en dis pas plus. Bonsoir au top management de la chaîne qui nous permet, malgré toutes ces difficultés, de pouvoir diffuser dans les meilleures conditions. Nous espérons que ce combat qui est engagé et dont nous sommes les suiveurs. Je rappelle que mes aînés sont dans ce combat depuis près d'une quinzaine d'années, peut-être davantage, et que nous, qui avons le devoir de perpétuer l'héritage qu'ils ont commencé, eux qui sont héritiers déjà des pères fondateurs, et nous avons le devoir aussi de perpétuer ce combat afin de le léguer aux générations futures. Donc, je suis heureux et enchanté d'être une fois de plus présent sur ce plateau et nous espérons qu'avec les téléspectateurs présents avec nous ce soir, nous pourrons détailler et déployer toutes les analyses pertinentes concernant le sujet de l'actualité. Merci Cédric Pouga. Vous avez les félicitations d'un téléspectateur qui nous écrit depuis Bangui et qui vous donne le rôle précis lorsque nous allons parler de notre pays, le Cameroun, de revenir sur ce bilan macabre. Je parle ici en termes de gestion de l'électricité au Cameroun. Vous aurez la charge justement de nous accompagner dans la réflexion de pourquoi est-ce que en 2022, à peu près les 60 ans d'indépendance, après ce que nous avons dit en termes de potentiel hydraulique, le Cameroun, Yaoundé, la capitale, soit encore à pâtir et subir de façon intensive ce délestage que beaucoup n'expliquent pas. Une fois que je l'ai dit, je me tourne vers vous, Antoine Nawana. Vous êtes un de nos compagnons dans ce combat qui est le nôtre désormais, de repositionner, ou alors de positionner de façon vraie le panafricanisme tel qu'il s'explique, tel qu'il s'imprime, tel qu'il se déploie dans le combat, dans l'action. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à tous mes copanélistes que vous avez eu le courage et puis l'honnêteté et la magnanimité de présenter ce soir. Je vous ai toujours dit que vous êtes un journaliste, vous êtes la différence et vous êtes aussi la référence dans le journalisme. Vous savez, lorsque vous avez choisi un sujet aussi important comme le sujet qui concerne le Cameroun le 6 novembre, nous demandons à nos téléspectateurs de prendre leur mal en patience. Le Cameroun sera décrypté. Nous allons parler de la date du 6 novembre. Nous parlerons aussi de la date du 6 avril 84. Et entre les deux, nous allons parler aussi d'un mois, le mois de juin, qui est le 6e mois de l'année. Et les trois réunis vont nous donner un chiffre, le 666, qui est le chiffre de la bête. Et puis nous allons expliquer aux téléspectateurs la longévité de M. Biya au pouvoir, quels sont les mécanismes, les dessous secrets, tout cela sera déterminé. Et puis nous allons revenir sur la technostructure que M. Biya a réussi à implanter au Cameroun pendant 40 ans. On parlera du top management de cette technostructure. Ouais. Nous allons parler des middle management. Nous allons parler des supports de cette technostructure et nous allons parler de ce qu'on a appelé vulgairement des working bears, oui, c'est-à-dire le sous-peuple. Est-ce que le peuple a bénéficié, qu'est-ce que le peuple a pu bénéficier des 40 années de régime Biya? Qu'est-ce que le peuple n'a pas eu? Pourquoi il y a eu tout cela? Autant de problématiques que nous allons poser sur la table pour édifier les Camerounais. Et je vous rappelle que vous allez écouter, vous allez savoir ce que vous n'avez jamais su, vous allez écouter ce que vous n'avez jamais entendu. Oui. Nous serons là pour traverser aussi le panafricanisme. Vous savez que le panafricanisme, c'est d'abord un mouvement, c'est aussi une idéologie
qui promeut ce qu'on appelle l'indépendance totale du continent africain et puis la solidarité des peuples africains, y compris les Afro-Américains qui sont des Africains de souche. Lorsque je l'ai dit, je voulais saluer de manière républicaine le PDG d'Info TV, c'est-à-dire ce monsieur, il est en train de travailler d'arrache-pied, mais ce qui est bien avec lui, ce monsieur est d'une simplicité à nulle pareille. Il est là, il nous écoute, il nous encourage, il nous édifie, il parle, il agit sous silence, sous l'homme, sans faire beaucoup plus de bruit. Et après lui, je voudrais toujours saluer ma grand-mère qui se retrouve dans mon petit village à Zangari. Vous savez, là-bas, il n'y a ni eau, ni électricité. Mais les aveugles conduisent d'autres aveugles là-bas. Ils regardent quand même Info TV. Mais je ne sais pas quelle chaîne. Merci Stéphane de m'avoir encore invité. Un jour, vous nous décrirez et expliquerez comment est-ce qu'on peut regarder Info TV du côté de Zangari sans électricité, sans connexion, sans eau. C'est un vrai mystère, mais nous sommes justement dans les mystères de l'Afrique et ce soir, nous commençons ces mystères-là qui nous interpellent lorsque nous prenons la parole ici sur Kulinda Africa, les mystères africains, les déploiements africains, la politique africaine, la géostratégie africaine, le reflet africain. La sorcellerie même africaine, Patrick Sapat, nous interpelle ce soir. Et ce soir, nous allons parler d'une situation véritablement ambiguë qui est en train de se dérouler du côté de la République serbe du Tchad. N'Djamena a été théâtre d'un spectacle véritablement macabre. Des sources officielles et officieuses nous parlent de plus de 70 morts qui ont été l'apanage de soldats qui n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur les populations de ce côté-là, sur la société civile qui est descendue en masse dans les rues, clamer son ras-le-bol face à un régime, face à un système, surtout face à un nom, le nom Déby, qui aujourd'hui encore, le père parti, le fils, s'engage dans cette voie-là, qui est celle de la perpétuation ad vitam aeternam d'un système, mais surtout d'un pouvoir. Le peuple tchadien, représenté par la société civile et par certains partis d'opposition, dit non et clame son ras-le-bol. Patrick Sapat, une fois que je l'ai dit, c'est une situation que nous avons relayée ici, mais un acteur particulier va nous interpeller ce soir. Et avec lui, nous ferons le diagnostic de cette opposition, ou alors de cette classe politique africaine qui, dans l'opposition, a un langage, mais une fois parvenu aux affaires, tient un discours aux antipodes du premier. Je vais parler ici de Saleh Kesbabo, qui, ce n'est pas une surprise, tout le monde le sait déjà, est Premier ministre du côté du Tchad. Il a tout de suite, en 2021, en avril précisément, lors du décès du maréchal Idriss Déby, soutenu le fils qui a pris la relève. Il s'est allié au CMT, Conseil militaire de transition, en apportant son soutien. Il a été récompensé ce 12 octobre. Il est désormais Premier ministre de la transition. Mais le profil de ce monsieur nous donne à réagir, nous donne à réfléchir, nous donne à analyser, parce que justement, c'est un monsieur qui a 75 ans. Il a choisi le métier qui est le nôtre. C'est un ancien journaliste, mais il a surtout été pendant 30 ans leader de l'opposition, une opposition rigide, une opposition dure contre le maréchal Idriss Déby. Aujourd'hui, qu'il est aux affaires en tant que Premier ministre, la position de Saleh Kesbabo interroge, intrigue. Revenant sur les événements de la semaine passée, ce monsieur ne s'est pas empêché de déclarer, Patrick Sapat, qu'il n'y a eu que 5 morts. Et il a qualifié ces morts-là de morts insurrectionnelles, c'est-à-dire que ce sont des vandales et des brigands qui se sont attaqués aux institutions tchadiennes. Et aujourd'hui, Premier ministre, il tend à occulter son passé d'opposant pour se positionner en tant que seule voix dans le dialogue interparti politique au Tchad. Première analyse. Saleh Kesbabo n'a jamais été un opposant. Il faut que ce soit bien clair. Dans la conscience des Africains, nous avons, notamment dans le giron francophone, un mécanisme qui se joue. C'est-à-dire que depuis l'avènement du retour au pluralisme politique sur cet espace, la naissance des partis, des paysages politiques avec un multipartisme numérique, c'est-à-dire plusieurs partis politiques qui n'admettent pas de pluralisme politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idéologie qui s'affronte, mais qui consolide plutôt le monolithisme pluriel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, en journée, profanent le régime en place,
le soir, dans les hôtels et dans les chambres, ils vont recevoir des enveloppes de ce même pouvoir qu'ils peuvent prendre en journée. Et le lendemain, ils reprennent la même rengaine. C'est-à-dire que la principale victime de la prise en otage des rois du pouvoir par ces charognards politiques, c'est malheureusement le peuple. Vous avez d'un côté ceux qui entretiennent le conformisme ambiant, c'est-à-dire acceptent de vivre en conformité avec la pensée unique. C'est souvent ceux des partis au pouvoir. Et vous avez de l'autre côté, malheureusement, dans l'opposition, ceux qui se servent de la contestation comme passerelle d'accessite à une position de pouvoir ou à la constitution d'une plateforme financière. C'est eux, les Saleh Kebzabo. Et il arrive en 1992, au moment où nous avons ce vent d'Est et ce que je viens de signaler, c'est-à-dire le retour au pluralisme politique, avec des élections à gauche et à droite, où il faut changer de paradigme, c'est-à-dire que le premier qui consistait à systématiquement positionner les chefs d'État pour le cas du Tchad, on est passé dans toutes ces rébellions que l'on a expliquées à la conscience africaine, avant l'aboutissement le 4 décembre 1990 de Idriss Déby sur celui qui était arrivé avec lui, chasser Hissène Habré, chasser Gougoune Ouédé, c'est-à-dire Hissène Habré. Donc, depuis lors, on est passé à autre chose. Cette autre chose, c'est ce que je suis en train d'expliquer pour consacrer l'avènement de cet homme, Saleh Kebzabo, qui vient mettre en place ce qu'il a appelé l'Union nationale pour la démocratie et le développement, ou quelque chose, renouveau, quelque chose de ce genre. Alors, pour jouer donc, dans le champ que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, en 1993, il est fait troisième à cette élection pluraliste, entre guillemets, et puis il est nommé dans le gouvernement d'Idriss Déby, qui est devenu finalement le président de la République après avoir été un chef de guerre avec ce mouvement pour le salut national. Donc, il faut rentrer dans la coalition, dans ce que vous appelez les majorités gouvernementales. Il est ministre du Commerce et de l'Industrie. Ensuite, il est passé ministre des Mines, il est passé ministre des Affaires étrangères, ministre d'État, finalement en charge des travaux publics, en charge également du transport et de tout ce qui, de l'habitat et tout ce qui va avec. Donc en 1998, il est encore, là il est positionné à l'Assemblée nationale, mais il n'a pas occupé cette position-là. Au bout de 6 mois, il est parti pour revenir occuper un autre poste, toujours là, sous le joug de Idriss Déby, avec son parti. Je note quand même qu'en 1995, il a été soupçonné d'avoir préparé une rébellion pour dégager Idriss Déby. Il a été mis en prison, mais l'opposition s'est mobilisée pour qu'on le libère quelques semaines après. Alors, il a oublié tout ça. C'est bien que vous ayez mentionné cette affaire-là. Et en 2001, il fait partie des personnes qui ont été consultées justement pour modifier la Constitution, alors que Déby avait dit qu'il ne se représenterait plus à l'élection présidentielle qui arrivait. Alors, il est resté dans cette orthodoxie gouvernementale pendant tout ce temps pour aller vite. Il n'a jamais bougé, donc il a fait une opposition de façade. Et là-dedans, il faut comprendre très bien que les bandits et les brigands internationaux ont deux mécanismes. Ils ont un premier mécanisme, c'est de choisir la marionnette, le chef de canton occidentalo-français déguisé en chef d'État, qui va les aider à préserver leurs intérêts. Maintenant, à côté, il y a le plan B. Donc celui qui est là en détente, si jamais le premier se comporte très mal et qu'il devient mal élevé, eh bien on le remplace immédiatement par tous les moyens. Alors, c'est le rôle qu'il est en train de jouer. Aujourd'hui, on arrive au Tchad avec une circonstance malheureusement triste, avec l'élimination par eux du maréchal Idriss Déby le 18 avril 2021. Eh bien, il est parmi ceux qui ne pensent pas qu'il faille respecter la Constitution. Parce que là, vous avez le président de l'Assemblée nationale qui, lui, est environné, côtoyé par l'ambassadeur de France au Tchad, qui lui dit, écoutez, vous allez vous taire dans cette affaire-ci, même si la dévolution du pouvoir voudrait que ce soit le président de l'Assemblée nationale ou son suivant dans l'ordre protocolaire qui prenne en cas de disparition du chef d'État par voie de décès, par voie de démission ou encore par une incapacité constatée par la Cour constitutionnelle, eh bien, vous allez vous taire, nous allons faire le reste. Et vous avez vos straponteurs qu'on vous a réservé. Alors le président de l'Assemblée nationale est subitement tombé malade. Son suivant, il a eu 3 abcès au niveau du fessier, donc il ne peut pas tenir justement cette affaire de transition pour que donc le conseil militaire de transition puisse être mis en place avec à la tête quelqu'un qui était le général, patron du renseignement et qui savait très bien ce qui s'est passé pour qu'on abatte son père ce 18 avril-là avec le cerveau déchiqueté mis dehors sur la place publique. Alors, Kebzabo a joué donc ce rôle-là. Aujourd'hui, vous avez mentionné ça à l'entrée, il fait une communication pour dire qu'il s'agit des séditieux, des subversifs qui étaient dans une logique de prendre le pouvoir au Tchad.
Donc, c'était des gens qui ont utilisé des armes, etc., etc. Mais nous avons plus de 80 morts aujourd'hui. Et l'armée a tiré à balles réelles. C'est un peu ça, le robot de la cosmogonie, de la marche du Tchad. Depuis Idriss Déby, depuis toutes les rébellions que l'on a connues, après cette indépendance, cette fausse indépendance du 13 août. Donc, nous voici dans cette direction-là. Et Kebzabo, je dois le répéter, n'a jamais été un opposant. C'est un opposant aux opposants, c'est-à-dire qu'il supporte le régime en place depuis, et je vous ai donné sa trajectoire depuis 92, c'est l'allié ferme des Déby, et c'est pour ça donc qu'il a accepté de rentrer dans cette transition-là, pour donner de son onction en termes de bénédiction à Mahamat Idriss Déby, dans ce capharnaüm qui se préparait déguisé en dialogue. Et justement, on a vu ce que le dialogue a fourni, a dégagé. Et je sors donc pour signaler que le justificatif de l'appel de l'opposition, la vraie, au Tchad, c'est que lorsque Déby décède, on décide de mettre en place cette plateforme-là pour que les Tchadiens se regardent en face, qu'ils fassent justement la mue et qu'ils fassent ce qu'on appelle ici sur ce plateau le bilan sans complaisance, la gestion politique, économique, sociale et culturelle du Tchad depuis ses indépendances sous contrôle, et qui devait être fait par les représentants de toutes les composantes sociologiques du pays, avec pour seule mission ce que je viens de dire, faire le bilan sans complaisance. Alors, ce n'est qu'après ça qu'on allait mettre en place tout un dispositif pour une assemblée constituante, qui allait se chercher de l'écriture d'une nouvelle constitution, cette fois-là qui allait être soumise au peuple tchadien, à l'approbation du peuple tchadien par voie référendaire. Ça allait être la première fois, la toute première fois, que le Tchad allait décider à la fois de son modus vivendi et son modus operandi pour s'auto-gouverner. Et donc, il n'allait plus être possible de mettre en place une monarchie telle qu'on est en train de préparer au Tchad sur le plan géostratégique, puisqu'on va développer dans ce sens-là tout à l'heure. Donc, Kebzabo a accompagné cette affaire-là. Maintenant, les morts ne leur disent absolument rien du tout, parce que, vous savez, lorsqu'on est dans ce chantier-là, dans la féodalité française, le terme baron est un titre nobiliaire. Et la personne qui porte ce titre se distingue par l'immensité de ses richesses et le nombre important de ses serviteurs. Dans notre environnement, notamment au Tchad, eh bien, celui qui tient ce titre-là, c'est quelqu'un qui supporte, c'est un baron du régime, qui permet au régime de se maintenir et pour avoir tous les privilèges qui vont avec, c'est-à-dire argent, voiture, villa, honneur, surtout impunité totale. Il est prêt à tout, du mensonge éhonté jusqu'à la trahison sans scrupule. Merci. Donc voici un peu dans quelle logique s'inscrit Saleh Kebzabo, 75 ans vous avez dit, il est justement sur la voie d'être frappé par la sénilité, c'est-à-dire le dysfonctionnement des organes dus à la vieillesse. Merci Patrick Sapak pour votre premier jet sur ce tout nouveau Premier ministre tchadien, 12 octobre. Il n'a pas tardé à prendre la parole de façon claire et précise sur les dernières actualités. Le temps pour moi, une fois que je l'ai dit, de relayer cette contribution parmi les premières qui commence à nous parvenir. Elle nous vient justement du Cameroun. Elle dit bonsoir les panafricanistes et un bonsoir particulier à Patrick Sapak. Monsieur Stéphane Barga, s'il vous plaît, dites à votre directeur technique de mettre votre émission sur votre plateforme YouTube, car Facebook crée des problèmes. S'il vous plaît, le téléspectateur en guise de supplique, s'il vous plaît, faites un effort. C'est Mathieu Demana qui nous a écrit, certainement, ma chère Mathieu, le directeur technique est à l'écoute et les dispositions seront prises dans le sens d'aller vers cette plateforme YouTube que vous souhaitez ardemment. Une fois que je l'ai dit, Antoine Awana, je me tourne vers vous. Alors, les mots ne comptent pas pour ces messieurs, mais là encore, là malheureusement, les questions fusent quant au positionnement de ces leaders politiques africains. Kebzabo, c'est 75 ans quand même de vie sur terre. C'est pratiquement 30 ans de contestation contre le régime d'Idriss Déby, mais c'est surtout un positionnement et un virage à 180 degrés lorsque, en avril 2021, le maréchal décède dans les conditions que tout le monde connaît, qu'on ne va pas rappeler ici. Il choisit tout de suite de s'aligner derrière le fils et en lorgnant, l'expérience nous le fait savoir aujourd'hui, le transporteur du Premier ministre qui lui a été offert. Première réaction, première communication, première prise de parole, 5 morts au lieu de 70 qui sont évoqués aujourd'hui du côté de N'Djamena. C'est regrettable et c'est lamentable. Ça témoigne du fait que Kebzabo Saleh, que je respecte bien, avait faim. Vous pouvez ne pas le respecter aussi. Oui, mais je respecte tout le monde, même des fous. Voilà ma spécificité sur cette terre. Moi, je respecte tout le monde. Lui, il avait faim.
Et il a toujours dit... C'est-à-dire quoi, Antoine Awana C'est un journaliste. Nous a déployé le CV de ces messieurs. Il a été dans le gouvernement à plusieurs reprises. Il a été, pour emprunter l'expression, un baron du système, un baron du régime, malgré son statut d'opposant, entre guillemets. Avoir faim, il faut avoir combien de milliards en compte pour justement prendre sur soi et dire la vérité à des moments sensibles de l'histoire du Tchad. Ah oui, c'est ça la famine. C'est ça la famine. Voilà la spécificité de la famine. Ça veut dire que on vous donne à manger, mais vous n'êtes jamais rassasié et vous avez toujours faim. Alors vous avez faim comment? Il avait la famine du pouvoir. Il voulait accéder au pouvoir. Oui. Il avait la famine des biens matériels. Vous savez, tous sont mus par une idée, se faire appeler excellence. Maintenant qu'il est excellence, monsieur le Premier ministre, la famine s'estampe. Je vous fais une petite révélation. Allez-y. En 2015, vous savez ce que Saleh Kedzabo a dit de monsieur Idriss Déby Itno, paix à son âme, le maréchal du Tchad. Il dit que Idriss Déby Itno vend les jeunes tchadiens pour avoir de l'argent. C'est-à-dire Ah quoi? oui, ça veut dire que il parlait de l'armée du Tchad, Oui. qui allait accomplir des missions humanitaires au Mali et partout. Il dit, mais pour lui, c'était une vente des Tchadiens. Il le sait. S'il m'écoute, il sait ce que j'ai dit, il sait que c'est vrai. Il a dit. Je lui ai dit, mais est-ce que Déby a faim? Est-ce que Déby a besoin d'argent pour d'abord aller vendre les jeunes Tchadiens pour se faire un peu de l'argent? Mais c'est pour dire que tous les hommes politiques en général sont incohérents. Le discours, je qualifie toujours le discours des hommes politiques comme un discours surréaliste. Le surréalisme veut dire quoi? L'auteur ne vous dit pas ce qu'il a dit et il n'a pas voulu dire ce qu'il vous a dit. C'est ça le surréalisme. Tous les hommes politiques sont comme ça. Et ils ont des expressions qui sont un peu ambiguës, absurdes. Antoine Awana, Oui. 75 ans, quand même, on a vu l'essentiel de sa vie défiler. On est à un âge où on devrait faire face à ses responsabilités. Lorsque l'on interroge le profil de ces messieurs, lorsque l'on observe son CV, il devrait quand même être en situation de maturité. Le jeune général Déby pourrait être un de ses fils. Alors, peut-être c'est lui qui manque la portée historique de sa mission. En tant que Premier ministre, il devrait peut-être avoir un regard différent sur les affaires du pays, sur la gestion du pays, et peut-être amener le jeune général, désormais chef d'État, à avoir un discours et des actes différents de la continuité qu'on a abondamment déployée sur ce plateau, sur la République tchadienne. Mais c'est ça, puisque lui, c'est un courtisan au jeune maréchal. Voyez-vous, première contradiction de ce monsieur-là, lorsqu'il est nommé Premier ministre, il y a eu ces événements du 20 octobre dernier, mais il communique alors qu'il y a un ministre chargé de la communication, qui est porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce que le Premier ministre a à voir au niveau de la communication gouvernementale? Voilà la première incohérence de Saleh Kedzabo. C'est juste pour plaire aux jeunes, au bébé maréchal, comme on l'appelle là-bas au Tchad, Mahamad Kaka. C'est pour plaire, c'est les courtisans, ce sont des courtisans. Ils n'ont même pas une idéologie fixe, ils n'ont même pas une ambition, ils n'ont même pas de personnalité. Tout chez eux, c'est vraiment prendre jusqu'à ce que le ventre se remplisse. Et puis, l'intérêt général du peuple tchadien est battu en brèche. C'est ça la contradiction de ces gens-là. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux là-bas dans ce gouvernement-là. Tout ce que... Voyez-vous aussi une autre contradiction. Oui. Le jeune Mahamat arrive au pouvoir. Il institue le conseil militaire de transition. 15 généraux. Et les 15 généraux-là savent qui a tué Idriss Déby Itno. Sinon, les 15 étaient dans le coup. Ils sont là. Maintenant, le conseil militaire de transition arrive à terme. Ok, c'est dissous. Maintenant, Mahamat devient chef de l'État en attendant. Et il prolonge la transition. Il reprend donc tous les anciens barons du régime de son père qui les entourent. Vous croyez que c'est anodin, cela? Non, c'est pas anodin. Ils savent ce qu'ils... Ils s'accaparent du pouvoir, ils confisquent du pouvoir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le succès Mastra et Yaya
c'est-à-dire le représentant de la coalition des partis politiques, Wakil Taba, et ils se sont levés comme un seul homme pour combattre pour la légalité et la justice. Dit que non, ça c'est injuste, ce que vous êtes en train de faire là. Vous voulez confisquer le pouvoir et ne pas remettre ce pouvoir. Alors qu'au départ, Mahamat avait dit que il va laisser le pouvoir aux civils. Ils assurent seulement des 10 mois de transition, après ils se retirent. Mais à la fin, ils organisent un truc bidon, bizarre, c'est-à-dire le dialogue inclusif et souverain. Oui. Souverain. Nous l'avons dénoncé ici, on a dit tous ces trucs-là, les pièges qu'ils ont tendus au peuple tchadien. Donc, moi, le discours, pour ma part, le discours de M. Saleh Kizabo, c'est juste un discours de démagogie. C'est de la démagogie politique purement et simplement, c'est sans fondement. Parce qu'un premier ministre responsable dit de ce nom ne peut pas prendre une parole dans un État, dans une république, alors qu'il y a un ministre de la communication qui est porte-parole du gouvernement. Ça ne se fait pas, même au niveau de la communication gouvernementale. Il est chef du gouvernement, mais il ne peut pas se substituer au ministre chargé de la communication pour vous donner des résultats 5 mois. Il les a comptabilisés où? À quel moment? Non, soyons sérieux. On a massacré des Tchadiens. Je voudrais, à mon humble avis, que justice soit faite dans cette histoire-là, qu'on ne laisse pas comme ça, et que les responsabilités soient déterminées et partagées, parce que même les opposants qui ont mis ces enfants au niveau là-haut ne sont pas exempts. Oui. Parce que Masrat et Yaya, c'est eux qui ont envoyé ces enfants se faire massacrer pour servir leurs intérêts personnel sur le plan politique parce qu'ils voulaient atteindre un objectif. Alors maintenant, il ne s'agit pas pour ceux qui sont au pouvoir aux affaires de faire ce qu'on appelle la justice des vainqueurs. Alors les morts sont là, on les a vus dans des hôpitaux et autres. Après, en dehors du fait qu'il a dit qu'il y a eu 5 morts, machin, il dit qu'il y a eu 15 militaires qui ont été massacrés, tués par les manifestants. On n'a jamais vu encore, ni même l'identité de ces militaires-là. On a vu Mahamat Kaka aller rendre visite à tous ces blessés à l'hôpital général de référence nationale, mais on n'a pas vu un militaire couché sur les lits, des blessés ou des morts. Alors, ceux qui sont là, ils sont en train de vouloir faire un cafouillage qui va les rattraper. Je vous dis, regardez ce qui se passe, la situation est un peu similaire avec la Guinée-Conakry, sur les massacres du stade du 28 septembre 2009. C'était ça, Dadi était là. C'était lui le commandant en chef. C'était lui, c'est lui qui commandait les troupes, c'est lui qui était à la tête des armées à cette période-là, mais il ne peut pas se décider, on va lui imputer cette responsabilité. C'est la même chose qu'on fera à Mahamat Idriss Déby. Il est responsable numéro 1. Qui a donné l'ordre de tirer à balles réelles sur la foule? C'est la grande question. Qui a donné l'ordre? C'est lui qui a la tête des armées au Tchad. Merci Antoine Lawana. C'est la grande question qui se pose du côté de la République du Tchad. Qui a donné l'ordre de massacrer cette foule de Tchadiens qui étaient sortis clamer le ras-le-bol face à un système de perpétuation éternelle au pouvoir? Les réactions commencent à pleuvoir. Prenons celle-ci, elle m'interpelle particulièrement. Bonsoir les Toulindais. Une nouvelle appellation, Soulindanais, Toulindais, bref, appelez comme vous voulez. J'espère que les Français vous laisseront dans leur bouquet, car je sais le sort qu'ils réservent à tous ceux qui s'attaquent à leurs intérêts. Luc Béala, c'est à EDA. J'ai pris la peine de relayer cette contribution parce que justement, l'objectif de ce plateau n'est pas de s'attaquer à un pays ou à une institution. Nous parlons du réveil de conscience africain. Nous ne nous ingérons pas dans les histoires d'intérêt entre pays. Nous parlons ici de la conscience, du réveil, de la dynamique africaine qu'il faudrait mettre en avant justement en nous déployant sur des thématiques africaines. Nous parlons du Tchad, Cédric Pouga, et nous parlons de ces pays-là où justement un opposant, et peut-être c'est pas un verdict péremptoire, de trahir. C'est pourquoi il s'est battu toute sa vie. Je rappelle qu'il a 30 ans d'opposition derrière lui, mais que depuis le 21 octobre, les plus fervents partisans à son idéologie, ses proches ne le reconnaissent pas. C'est un virage à 180 degrés, un déni de sa personne et de ce qu'il a incarné dans la vie politique tchadienne. Absolument pas, M. Mbarga. Je pense que
mes précédents aînés qui ont parlé avant moi ont suffisamment démontré à dire que ce monsieur est simplement en droite ligne de ce qu'il a toujours été. À rappeler que ce monsieur, M. Kexabo, est sorti, est diplômé déjà après avoir fait des études primaires au Tchad, est passé par le Cameroun pour enfin se retrouver à l'école de journalisme de Paris. Il est passé par le Cameroun. Oui, bien entendu. Il n'a pas appris. L'école Cameroun n'est pas un exemple. Il se retrouve à l'école de journalisme de Paris et donc est par la suite parachuté au Tchad où il a longtemps œuvré dans la presse avant de se retrouver en 92, comme on l'a dit après le coup d'État, comme étant l'un des opposants farouches, entre guillemets, du régime Déby. Vous savez que à partir des années 90, un concept s'est mis en place avec l'unipolarité du monde. Il fallait ramener tout le monde dans le giron démocrate, donner une vision ou du moins une apparence de vitalité démocratique à tous les États. C'est pourquoi on convoque tous nos chefs d'État à la boule afin que ceux-ci décident d'impulser de nouveaux modèles. C'est-à-dire que on va vers le multipartisme. On a une classe politique totalement aux autres qui est davantage sujet et dépend de la réelle politique, ne s'écarte aucunement en droite ligne de ce qui doit être fait, suivre les routes qui sont balisées et tracées à l'avance. Et donc, M. Kexabo a simplement joué le jeu jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il ait eu l'opportunité en 2021, lorsque le maréchal Idriss Déby est éliminé, d'entrer de plein pied en droite ligne et au devant de la scène. Vous avez rappelé ici tout à l'heure, il est l'un des premiers à soutenir le CMT. Oui. Totalement en inadéquation des valeurs démocratiques qu'il disait défendre. C'est-à-dire que lorsque le maréchal a été retrouvé mort, c'est-à-dire qu'il y a eu une vacance de pouvoir, les instruments constitutionnels que vous savez, j'appelle affectueusement les chiffons, auraient dû servir pour permettre d'installer, bien évidemment, une transition qui devait aboutir à une élection démocratique. Malheureusement, par une opération digne des comptes des plus sordides, on se retrouve avec un président de l'Assemblée nationale complètement indisponible. Tous ses suivants, je rappelle quand même qu'il y a un ordre constitutionnel lorsque le président de l'Assemblée nationale est empêché. Il y en a au moins encore une dizaine de suivants qui peuvent prendre la place. La préséance. Malheureusement, on constate que tous sont indisponibles. Et donc, on doit simplement se référer à l'idéal. Parce qu'il faut sauver les meubles, il faut sauver le pays qui est en danger. Danger qui, je rappelle, juste après le meurtre du maréchal Déby, s'est subitement évaporé. Je rappelle que les rebelles qui marchaient hier en direction de N'Djamena, tout à coup, après son décès, sont retournés dans leur base. Ceux qui sont en Ils sont évaporés, comme avait dit Patrick Sapak. On ne comprend pas. Non, simplement pour dire que c'est une pièce de théâtre savamment montée et vraiment digne. Je ne sais pas comment le qualifier sans être discourtois. Parce que ce qui se vit au Tchad est vraiment nauséeux. Je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants tchadiens sont dans une dynamique qui fait honte à l'Afrique. Oui. Parce que nous ne pourrions et nous ne devrions plus nous retrouver dans ce type de situation. Nous savons très bien que la plupart d'entre eux sont inféodés. Nous avons vu des États où il y a eu manifestation, mais avoir à aboutir à une telle boucherie. On parle aujourd'hui de 70 morts. Je rappelle que lorsque les États, dans la plupart des cas, communiquent officiellement ce type de chiffres, ça veut dire que vous pouvez les multiplier par 2 ou par 3 en réalité. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des messieurs, j'ai vu que ce soit M. Kexabo, que ce soit l'ambassadeur du Tchad à Paris, s'exprimant sur une plateforme française, qui déclarait de manière tout gaiement que non, ce sont des subversifs et simplement ils ont été matés. Sur une télévision qui prétend faire prévaloir les droits de l'homme et qui est à couteau tiré avec bon nombre de pays qui, eux, on considère là-bas que ce sont des vrais humains et que malheureusement les Tchadiens sont des humains de seconde zone.
dont il ne devrait pas faire, on ne devrait pas avoir la moindre preuve de compassion par rapport à ce qui s'est passé. Oui. Donc, simplement, c'est-à-dire simplement que nous avons une élite politique africaine, dans la plupart des cas, qui est totalement inféodée, qui suivent les canaux qui sont pleinement établis, les rôles sont distribués, on essaye de faire jouer les uns et les autres, tout en faisant bien montre de dire à celui qui est en place aujourd'hui que, attention, si tu ne fais pas ce qui est dit, on te remplace demain, on met un suivant qui pourra mieux jouer le jeu. Non, c'est simplement ce qui est en place. Et je reste convaincu que malheureusement, nous ne pourrons pas nous en sortir avec une élite politique complètement assujettie à la réelle politique. Il faudra sortir des sentiers battus. On parle tout le temps de révolution. Et une révolution ne peut pas se faire dans un domaine où nous avons des personnes qui suivent des créneaux, des schémas qui sont préétablis par d'autres entités exogènes. Merci Cédric Pouga. Des réactions, elles ne font qu'arriver. Salut aux grands penseurs de ce soir. Le jeune massacreur est prêt à tout. L'avenir est très sombre de ce côté-là. Que Dieu préserve le peuple tchadien. C'est Fernando qui nous écrit depuis la Guinée. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir réagi. Bonsoir les Soulindanais. Le présentateur est particulier aujourd'hui. Laissez les planéchats chrétiens catholiques qui attendent l'arrivée de Jésus pour les sauver. Saleh Kebzabo est comme un momo dans notre gouvernement. Merci de dire tout ce que nos intellectuels dans les amphis murmurent en cachette pour que les salaires continuent de passer tous les mois. Oh, que j'aime ce mot chiffon. Merci aux jeunes sur le plateau. Rodrigue de Ngaoundéré. Bon, Momo, je ne sais pas trop à quoi il fait allusion. Bonsoir tout le monde d'Africa. Très fier de vos interventions et de vos analyses sur l'Afrique. Quelles sont les actions à mener pour que notre continent soit réellement délivré de tous ces mots que vous évoquez dans l'émission Contis depuis Libreville au Gabon? Merci à vous de nous regarder depuis ces pays frères. Salut à vous, monsieur Sapak. Vous m'avez promis de faire une émission sur le règne et l'assassinat de Thomas Isidore Sankara. J'attends toujours. Mais qu'à cela ne tienne, je vous suis à chaque fois que vous êtes en direct. Très bonne émission à vous. Goutier depuis Mendon, c'est dans la banlieue de Yaoundé. Merci à vous de nous regarder. Alors, prenons aussi. Bonsoir, monsieur Mbarga, un ministre de l'Intérieur qui promet de fortes récompenses à ceux qui dénonceront les photos de troubles. C'est suicidaire, ce genre de politique au Tchad. Jean Depuis Edea. Alors, Patrick Sapak, le téléspectateur, justement, s'interroge sur l'avenir qui sera réservé à ces événements du Tchad. Est-ce qu'on va faire fi de ces, soyons modestes, des chiffres officiels parle de 50 morts, le Premier ministre parle de 5 morts, mais la classe politique tchadienne, la vraie, parle de plus de 80 morts. Est-ce qu'on va faire fi de tous ces morts et repartir tout de suite avec le nouveau gouvernement, comme si de rien n'était, comme s'il n'avait jamais existé, et donner tout de suite un blanc-seing au nouveau chef d'État, Mahamat Idriss Déby? Pas du tout. On ne doit d'ailleurs pas rester dans les mélodrames, mais il faut rentrer définitivement dans les options. Dans les options, parce que le peuple tchadien, nous l'avons dit, doit se libérer formellement, définitivement, maintenant. C'est le moment. Et pour qu'il se libère, toutes les actions doivent aller dans la direction de demander à Mahamat Idriss Déby de quitter le siège qui est le sien en ce moment. Parce que le cynisme avec lequel il allait rendre visite aux blessés à l'hôpital, après avoir donné l'ordre qu'on tire sur eux, montre en suffisance que le peuple n'a jamais été au centre de leurs préoccupations. Donc, et que le Tchad a une situation particulière. Il sort d'une longue période à la fois de guerres, de troubles systématiques, mais surtout de monarchie depuis 30 ans. Alors, donc, la première des choses, c'est que nous devons tout faire. Quand je dis nous, ce n'est pas seulement les Tchadiens, c'est d'abord dans la proximité géographique, l'Afrique centrale. Maintenant, l'Afrique centrale, il y a un autre problème. C'est qu'à la tête de ces États, il y a 90% de chefs de cantons occidentalo-français qui séjournent là-bas, qui rendent difficile cette affaire. Et qui restent dans le ponce-pilatisme d'État en matière de solidarité, parce que figurez-vous que nous avons une organisation sous-régionale qui environne le Tchad, notamment la CEMAC, avec un ensemble d'États qui peuvent conjuguer leurs efforts pour apporter du soutien à ce pays-là afin qu'il ne sombre plus de nouveau dans cette affaire.
Lorsqu'on a battu Idriss Déby le 18 avril 2021, les gens, au lieu de parler, sont restés dans leur palais. Écoutez, on ne va pas présenter les symboles diplomatiques en refusant d'aller aux obsèques d'un de ses pères qui est décédé pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Non? C'est ce que j'appelle justement le ponce-pilatisme d'État. Il ne faut pas rester dans les palais et faire dire à l'opinion, au parc est très mal éclairé, que non, si ici n'est pas parti, c'est parce que vraiment c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Pendant que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes dans votre palais, les Tchadiens continuent de périr par centaines, donc il faut prendre des décisions. Alors, aujourd'hui, la décision à prendre, c'est de tout faire pour que Mahamat Idriss Déby quitte d'abord le pouvoir. Ce pouvoir qui est illégitime, illégal, bidon et bizarre, qu'on le met d'abord de côté. Et à partir de ce moment-là, il va falloir donc mettre en place un dispositif qui va prémunir le Tchad de ce type de script qui arrive, parce que je note, pendant qu'on entend parler, que cette affaire n'est pas arrivée ex nihilo il y a 72 heures. Il y avait un principe qui avait été arrêté lors de la mise en place de ce conseil militaire de transition qui s'appuyait sur deux orientations. Le premier, c'est qu'il devait s'étendre sur le plan spatial et sur le plan temporel sur 18 mois, donc devait s'achever le 20 octobre, c'est-à-dire il y a quelques jours. Le jour justement où ces heures ont commencé. Le deuxième, c'était justement qu'aucun membre du CMT ne soit candidat à une élection, notamment la présidentielle qui est en train de venir. Alors, ces deux éléments-là ont été balancés en touche par ces gens-là, et on avait montré à la face africaine sur Koulinda une interview que Mahamat Idriss Déby avait accordée à un autre brigand des médias internationaux, où il lui demandait, est-ce que vous allez être candidat? Il dit non, je suis là pour la transition. Est-ce que vous allez être candidat? Vous pouvez quand même dire que non, bon, je ne serai pas candidat. Et il dit non, écoutez, la transition est trop lourde à tenir, donc c'est d'abord ça. Donc cette histoire de parjure, de traîtrise, de traîtrise et de ponce-pilatisme qui a été portée par Déby, parce que c'est le laboratoire de l'hypocrisie, eh bien doit déjà foutre la paix au niveau du Tchad. Et on va expier d'abord les morts qui sont partis, parce que les morts se souviennent. Les morts se souviennent par centaines, par milliers, des dizaines de milliers. Stéphane Barga, qu'il est hors de question d'imaginer un seul instant qu'on va laisser dans l'impunité Mahamat Idriss Déby et sa clique. Il faut d'abord que ces gars-là libèrent l'espace. Ça, c'est la première des orientations. Il n'y a pas une autre orientation. Et derrière, il y a donc les instruments du banditisme et du brigandage, de la complicité dans le gangstérisme international, qu'on appelle d'abord la CEMAC, je viens de citer ça tout à l'heure. Ensuite, il y a l'Union africaine, qui, elle, doit prendre une position lourde et solide devant une situation comme celle-ci, parce que sa mission, je suppose, c'est la préservation des intégrités territoriales dans l'espace continental africain. Où est l'Union africaine? Les petits communiqués de pétitions, de principes, de bonnes intentions, ce n'est plus suffisant. Ça pouvait marcher à l'époque de Mathusalem. Aujourd'hui, on a besoin du concret. Alors l'Union africaine, qui est un machin vide, parce que je vous ai toujours dit que le président de la Commission de l'Union africaine, c'est le patron d'un secrétariat qui doit appliquer les décisions prises par 54 chefs d'État. Donc 90% sont à la solde du brigandage international. Donc voilà encore un autre instrument qui doit être éliminé de la surface opérationnelle africaine pour protéger stratégiquement nos nations. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir ramasser au même moment, pour protéger d'abord le Tchad. Et je note que le Tchad, comme puisque j'ai souvent dit, que c'est un point géostratégique à cheval entre ce Sahel-là, qui est embêté en permanence, comme on indique à la conscience africaine, et puis l'Afrique centrale, puisque le prochain, c'est Paul Biya, puisque pendant qu'on est en train de parler ici, il y a une proximité avec le Tchad qui fait que la longue frontière qui sépare le Tchad et le Cameroun fait que toutes ces secousses-là vont se métastaser au niveau du Cameroun, et on sait très bien, puisqu'on sera sur le Cameroun la semaine prochaine, qu'on va indiquer exactement comment le Cameroun va être pris, lui aussi, dans cette nasse-là. Il ne s'agit pas de penser qu'il va falloir attendre qu'un chef d'État prenne une balle dans la tête, comme cela fut le cas pour Idriss Déby, pour connaître des secousses. Alors donc, Stéphane Barga, pour sortir, il faut clairement que le peuple tchadien soit rassuré. Nous allons mettre en place toutes sortes d'opérations de lobbying pour permettre que le Tchad puisse respirer. Et pour qu'il respire, la première des choses dans l'orientation stratégique opérationnelle sera de se séparer très rapidement de Mahamat Idriss Déby, qui est quelqu'un de parachuté qu'on a envoyé là, sans comprendre les mécanismes justement des relations qui lient la France et cette même patrie assassine, dans le Tchad, et cette même patrie assassine. C'est de ça qu'il est question. Ensuite, on va s'attaquer aux autres chantiers. Merci. Alors, quelques réactions, il y en a tellement ce soir. Alors, bonsoir le panel. Monsieur Awana, un abîme de connaissances. Dites à Monsieur Awana de souvent saluer aussi les populations
de mon village, Inamgal 2. Les deux villages se ressemblent, sans eau, sans électricité. Mais ils regardent Info TV. C'est Madame Barga, épouse là, qui a écrit, cher monsieur Awana. Alors, prenons celui-ci. Bonsoir sur le plateau, très belle émission et une bonne thématique. Mes chers panélistes, nos gouvernants et nos oppositions africaines ne sont que des marionnettes que les Occidentaux manipulent au gré de leurs intérêts. Merci à vous pour vos analyses pertinentes. Patrick Ngoulou au quartier Hawaï Concorde. C'est à Yaoundé, c'est au Cameroun. Antoine Awana, nous sortons rapidement de cette turpitude tchadienne et je vous demande à vous d'essayer de vous projeter. À quoi faut-il attendre dans 6 mois, dans 1 an du côté de ces pays frères du Cameroun? C'est la catastrophe. Si rien n'est fait, comme Patrick le disait tout à l'heure là, il n'y aura rien. Vous savez, c'est vrai, par anticipation, nous allons parler du Cameroun. Oui. Mais le Cameroun est en danger. Je vous assure. La transition ici, elle ne sera pas apaisée. Hein, si on ne fait pas de projections. Dans quel pays? Au Cameroun? J'ai dit le Cameroun, bien sûr. Je vous le dis en toute sincérité. Si on vous ne faites fait freiner, pas... là, monsieur Awana, par rapport à la semaine prochaine. Je ne vais même pas, je n'analyse pas. Mais je prends quand même des petits exemples là, par rapport à ce qu'il a dit. Parce que nous sommes à proximité du Tchad. Oui. Quand la maison du Tchad brûle, le feu peut s'étendre au niveau de la maison Cameroun. Il faut faire très attention. Et il ne faut pas que on continue à endormir l'esprit de M. Biya au palais pour dire « Excellence, dormez très bien, tout va bien, la situation est sous contrôle ». La situation n'est pas sous contrôle. Patrick a évoqué des structures sous-régionales là. La CEMAC, la CAC. Oui. La CAC est moribonde. Personne n'a condamné ni l'assassinat du feu maréchal, ni ce qui s'est passé. Dites-moi Stéphane, vous êtes un journaliste d'investigation. Quel est le chef d'État qui a condamné nous avons suivi Moussa Mamad Faki. Mamad Faki n'est que le président de la commission. Il n'est pas chef de l'État. Sans pouvoir. Il n'a même pas de pouvoir. Son pouvoir n'a ni croûte ni mie. Il est là juste pour... C'est comme une caisse de résonance. On lui dit, va dire ceci, il dit. Ne dis pas cela, il ne dit pas. La CAC est silence radieux. On n'en parle même pas. Tout se passe comme si c'était des problèmes de l'Ukraine. Et donc, ça ne concerne pas les Africains. Mais c'est lamentable, c'est regrettable. Mbarga, dites-moi un peu. Est-ce que vous avez vu l'empereur Denis Sassou Nguesso condamner quoi que ce soit au Tchad? Non. Silence radieux. Ali Bongo Ndimba au Gabon, rien du tout. Ici au Cameroun, aucune condamnation. Vous allez en Centrafrique, rien du tout. Alors, où est la solidarité sous-régionale? Où est la solidarité sous-régionale? La réponse pourrait être que ces chefs d'État n'ont pas validé ce processus au Tchad. Ils n'y sont pas allés. Non, qui ne dit mot consent? Ils n'y sont pas allés, Qui ne dit mot consent? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Et je vous dis que tout ça, quelle est la base de tout ce silence-là? Ce sont ces accords secrets qui les lient. Le silence. Silence total. Quand la mère patrie a décidé, alors là, c'est une parole de l'évangile. Vous devez dire, vous savez, quand le prêtre dit Kyrie eleison, les fidèles répondent Amen. Ils ne savent même pas ce que c'est que Kyrie eleison. C'est la même chose qui se passe au niveau. C'est pour cela que nous avons une mission qui est noble, l'éveil de conscience. C'est notre combat. L'éveil de conscience. On doit dire tout haut, tout ce qui se dit tout bas. Juste pour éveiller la conscience des Africains, pour dire que, attention, là-bas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Faites gaffe, prenez vos responsabilités afin que le mal ne se répande partout. Merci Antoine Awana. Alors, on va espérer que ce mal qui véritablement s'empare de la République tchadienne ne traverse pas les frontières et ne se retrouve dans notre pays, le Cameroun. Ce mal qui parfois est retranscrit sur les contributions de ceux qui nous écrivent. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir le plateau. Triste Afrique, ce continent souffre d'un manque de leadership, surtout la sous-région de l'Afrique centrale. N'attendons rien de ces chefs d'État france-africains au service des intérêts occidentaux. Les autres chefs d'État ne sont pas eux-mêmes des modèles, donc ils ne peuvent rien dire au fils d'Ebi. C'est Ghislain Fabrice Ebinda qui nous a écrit, c'est depuis le Gabon. Bonsoir à vous. Pendant cette réaction, on ne peut pas parler de la libération du Tchad sans parler de la libération totale de l'Afrique centrale. Ceux qui donnent des ordres massacrés sont connus. Ce sont ceux qui installent leur gouverneur à la tête de nos États. Merci à vous, M. Yves Nonga.
Bonsoir de nouveau. Monsieur Sapak, s'il vous plaît, ne mettez surtout pas vos organes. Si vous allez attraper un AVC, si vous continuez ainsi, nous avons besoin de vous. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir réagi. Super Sapak, tes paroles donnent le sourire au présentateur qui est lui aussi intéressant aujourd'hui. Les médias français s'ouvrent, la Chine les inquiète, la Russie alors, c'est leur petit déjeuner. C'est leur radio ou pas, on dénoncera. Merci à vous d'avoir réagi. N'appelez surtout pas, s'il vous plaît, sinon on ne sera pas en capacité de pouvoir relayer tout ce qui est pensé et dit sur ce plateau. Je vais m'arrêter là. Cédric Pouga, en 1 minute, sur le terme géostratégique, la situation a été plantée, mais sur le terme international, si on peut s'exprimer comme ça, et même constitutionnel, la transition, le conseil militaire de transition, appelé comme vous voulez, aujourd'hui est installé. Le jeune général, il va faire ses 2 ans comme convenu. Il sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Tout le go, rien ne changera au Tchad. Si nous restons dans la dynamique dans laquelle nous sommes actuellement, clairement, rien ne changera au Tchad. Forcément, même les choses viendront à s'aggraver. Donc, les Tchadiens aujourd'hui, vous savez, moi je crois qu'on ne peut pas rester dans une position de défaitisme. Le défaitisme, c'est ça qui fait en sorte que jusqu'à cette heure-ci, 60 ans après les pseudo-indépendances, nous continuons à observer, moribond, tout ce qui se passe. Je crois, à mon humble avis, et cela s'est vu dans d'autres pays, que c'est le peuple qui détient le pouvoir. Et tant que le peuple n'a pas pris conscience du pouvoir qu'il a, malheureusement, nous assisterons à de telles scènes. Donc, 2 choses devraient guider aujourd'hui le Tchad, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà que le peuple prenne conscience, s'accapare du pouvoir et que de vrais patriotes se mettent au devant de la scène. Et là, nous avons en mémoire un certain nombre d'hommes, mais nous refusons ici, moi pour ma part, de les citer parce que nous ne savons pas l'homme politique étant un homme assez... Vous pouvez citer Succès Masra, qui aujourd'hui représente un certain espoir du côté du Tchad. Qui, de manière visible ou bien de manière tout de go, on peut penser que Succès Masra représente une alternative crédible. Mais malheureusement, nous avons vu un bon nombre d'opposants africains qui ont vanté des mérites panafricains, qui ont toujours réclamé à ce qu'il y ait une forme d'équilibre et d'équité entre les relations entre nous et ceux qui viennent faire des affaires ici chez nous. Mais malheureusement, lorsqu'ils sont installés, ils décident d'obéir à la réelle politique. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui comme Thomas, on va le dire. Oui. C'est-à-dire que nous voulons voir avant de croire. Et il ne faudrait pas que, malheureusement, ce type de personnes, et là je ne mets pas forcément Succès Masra dans ce créneau-là, il ne faudrait pas que ce type de personnes en viennent donc à voler la révolution ou le pouvoir dont le peuple bénéficie. Et donc, je crois aujourd'hui que le Tchad est dans une situation difficile. Les Camerounais, tous les pays d'Afrique centrale devraient tourner leur regard vers ce pays afin que la situation ne se métastase pas. Parce que si le Tchad brûle, la Centrafrique ne peut pas être en paix, le Cameroun ne peut pas être en paix. La plupart des pays de la sous-région sont en difficulté. Et donc, aujourd'hui, il est de bon ton qu'il y ait une érection, du moins l'érection d'un leader charismatique avec le soutien du peuple. Cela s'est vu au Mali et aujourd'hui le Mali s'en porte mieux. Merci. Et Stéphane, avec ma mission. Pour Succès Masra, effectivement, il faut éviter, parce qu'il a dit hier, qu'on a appelé nos partenaires du Tchad, c'est des Nations Unies, c'est l'Union africaine, pour qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils arrêtent ce type de discours, parce que ni les Nations Unies, ni l'Union africaine ne peuvent apporter quoi que ce soit au Tchad. Il faut plutôt mobiliser, déterminer le peuple tchadien en lui présentant la hideur de sa réalité construite par ces brigands internationaux. C'est bien que Cédric évoque le Mali, parce que vous avez là-bas un peuple déterminé qui se fiche pas mal des réminiscences et des ressentiments des Nations Unies, de l'Union africaine et je ne sais pas quoi. Donc, vous prenez des décisions à gauche, nous prenons des décisions à droite. C'est ça qui est la question. Au niveau du Tchad, il faut absolument des leaders qui soient charismatiques, qui comprennent très bien où se
se situe le problème? Le problème du Tchad ne se situe pas aux Nations Unies. Le problème du Tchad ne se situe pas dans l'Union africaine. C'est au niveau du Tchad. Et c'est là-bas qu'il faut travailler de la masse qui va être déterminée. Il n'existe aucune armée suffisamment puissante pour vaincre un peuple déterminé. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça le chantier. Il faut éviter de convoquer des gens qui sont là simplement pour faire les pompiers et pour venir jouer les pyromanes après. Un peu comme le cynisme qui a conduit ce Mamad Déby à aller rendre visite aux 400 blessés, qui est lui-même qui a ordonné d'être blessé. Cynisme. Merci Patrick Sapak pour cette sortie. Je vais juste inverser. C'est Pyromane qui plus tard viennent jouer les pompiers. Merci, on vous aura compris. Il faudrait justement que les leaders, ceux-là qui portent la pensée du peuple, le vrai Tchadien, puissent être en capacité de pouvoir s'inscrire et d'offrir au peuple tchadien une alternative crédible face à ce règne sanglant, sans fin, qui aujourd'hui commence avec un massacre. On va prendre le chiffre, la barre symbolique des 75 personnes décédées pour dire plus jamais ça du côté de la République du Tchad. Mesdames et messieurs, nous allons passer sans transition, comme convenu, c'est notre contrat, nous, à une autre actualité, un autre pays, toujours la sous-région Afrique centrale. Décidément, nous sommes là, nous restons là et nous interrogeons les acteurs, les jeux, les pouvoirs, les perspectives nous interpellent. Et nous allons ce soir, en conclusion de notre transition vers la République du Congo-Brazzaville, parler justement d'un autre acteur, celui-là le principal, le chef, comment vous l'avez appelé, Antoine Awana? Le SAS. J'aime particulièrement cette appellation, Denis Sassou Nguesso. Eh oui, il s'agit de lui. Alors, je vous pose la question, Antoine Awana, Sassou Nguesso, président à vie? Sassou Nguesso, président à vie, non. Parce que même la mort naturelle va l'enlever de là. Personne n'est immortel. Mais il voudrait laisser ce qu'on appelle une dynastie. Oui. C'est-à-dire un Sassou doit remplacer un autre Sassou, ainsi de suite. C'est le même scénario qu'au Tchad. Vous avez vu un Déby qui remplace un autre Déby. Et il y a Denis Christel Sassou Nguesso qui est préparé. C'est-à-dire Kiki le pétrolier. Vous voyez, au Tchad, ils ont presque les mêmes petits noms. Hein. En Djamena, on appelle Kaka. Et au Congo-Brazzaville, c'est Kiki le pétrolier. Comment il y a une ressemblance entre ces deux pays-là par rapport à ce scénario-là pour la succession dynastique au pouvoir. Vous savez, nous ne devons pas rire, Stéphane. Ça fait mal au cœur. Mais c'est la réalité vivante, c'est la réalité objective. Sassou prépare son fils. Oui. Et pour le faire, la première étape de Sassou, c'est que il fallait d'abord massacrer tout ce qui levait le petit doigt pour le challenger. Et il a réussi à éradiquer l'opposition, que ce soit l'opposition politique ou ceux qui ont tenté de prendre les armes comme... C'est vrai que, Antoine Awana, en préparation de cette émission, nous avons eu beaucoup de peine, énormément de peine à trouver une once de leaders crédibles du côté de la République du Congo-Brazzaville. On a l'impression que la classe politique là-bas n'existe pas. Non, elle est complètement phagocytée, elle est complètement aphone, elle est complètement amorphe. Pas de coup d'éclat. Le seul qui suscitait une once d'espoir, c'était un Kolela, malheureusement décédé aujourd'hui de cause de Covid. Nous a-t-on dit, le général Moukoko, le fameux, aujourd'hui entre quatre murs en prison, que peut-il faire, le pauvre? Alors, le boulevard est ouvert à Kiki le pétrolier. Je vous assure, Sassou ne blague pas avec le pouvoir. Je vous ai fait des petites anecdotes, des petits trucs la dernière fois. Ces deux phrases-là. Il ne se fera jamais appeler ex-président. Ça dit ce que ça veut dire. Et puis, il disait que même s'il faut massacrer, tuer tous les Congolais et qu'il reste un seul Congolais, il va le commander parce que lui, il est né pour commander et non se faire commander. Et il met ça en application. Regardez de l'assassinat de Marianne Gobi, Alphonse Massamba Deba, tout ce monde-là. Il y a eu des procès rocambolesques là-bas avec notre frère Réol Oscar, le commandant Kikadidi. Tout ce monde-là, dès que vous levez un petit doigt, ça se vous écrase. Il vous tue.
Lui, c'est pas question d'envoyer en prison ou quoi que ce soit. Il vous assassine, il vous élimine. Et il y a eu des opposants là-bas. Je vous dis, les Lari sont ceux qui ont levé la tête. La plupart des opposants, les vrais opposants au régime Sassou Nguesso, ce sont les gens du Poul. Ce sont les gens du Poul. Et chaque fois que vous levez la tête, je dis, même s'il faut que Sassou prenne des hélicoptères pour venir raser tout un village, il est prêt à le faire. Regardez comment il a persécuté. Lorsque Kolela, il perd le pouvoir, Kolela étant Premier ministre de l'Histoire, ils sont allés en exil. Mais monsieur Frédéric Misamo, alias Pasteur Ntoumi, a pris la guerre, l'opposition militaire, position armée. Mais il fallait voir comment on a détruit le Poul, comment on a bombardé le Poul, comment on a massacré les Lari là-bas. Parce qu'il fallait éradiquer tout. Au niveau chez lui là-bas à Oyo, dans la cuvette, mais ce sont ces gens qui commandent. Hein. Ce sont ces gens. C'est les gens de la cuvette, les Mbouchi. C'est eux qui sont au pouvoir. L'armée est entièrement acquise à la solde de Sassou Nguesso. Que ce soit au niveau des formations, des recrutements, ce sont ces gens de la cuvette. Et vous voulez que cette armée soit une armée républicaine? Non. L'armée sert un homme, c'est Sassou Nguesso. Sur le plan politique, le Parti congolais du travail, ce sont ses amis qui sont là-bas. Ce sont ses amis qui sont là-bas. Et même les pères fondateurs comme Pierre Zé, ils étaient tous là. C'est les concepteurs de cette histoire-là. Et ils ne peuvent pas aller à l'encontre de la philosophie politique de Sassou Nguesso. On va à Pointe-Noire chez les Vili, encore que c'est sa belle famille là-bas. Madame Antoinette est issue de les Vili. Tous ces Vili-là de Pointe-Noire sont à la solde de Sassou. Personne ne peut broncher là-bas. Dès que vous levez un petit doigt, vous êtes éliminé physiquement. Ils ne badinent pas. Il ne badine pas. Maître Ambroise Hervé Malonga, combien de fois il a été mis en prison? Combien de fois il a été persécuté jusqu'à sa mort? Brice Parfait Kolela, il est où? Il est mort. Et il déclare qu'il est mort dessus de Covid dans un avion. Comment l'avion peut être l'épicentre du Covid pour transmettre aux opposants seulement? Donc Sassou a mis sa technostructure en place et les mécanismes de dévolution du pouvoir sont là. Il veut laisser son fils. Et il a présenté ce fils-là à l'armée. Le fils a accepté de garantir les privilèges à l'armée. Oui. Et surtout de ne pas parler, silence radio comme Patrick dit, sur les crimes que cette armée a perpétrés là-bas au Congo et qui continue à perpétrer. Vous comprenez un peu? Bon, maintenant au niveau, vous savez, il a été nommé ministre de la coopération internationale et des machins publics-privés. Vous savez, accord secret avec la Chine. Et vous savez que la Chine est le premier partenaire économique du Congo-Brazzaville. Oui. Il y a la Russie qui est arrivée. Il y a des accointances de Sassou avec la Russie, juste pour présenter son fils et dire, bon voilà quelqu'un qui continuera à préserver vos intérêts, que je vais vous laisser. Et la communauté, soi-disant internationale, autoproclamée, a accepté tout cela. Donc, le petit Kiki, le pétrolier, et en train, vous savez, il a été directeur général adjoint de la Société nationale de pétrole du Congo. Donc, il a tissé tous ces trucs-là. Son père lui donne, là aussi la table, il a toute une administration. Dites-moi, quel gouverneur de région, quel sous-préfet, quel préfet, quel chef traditionnel peut se lever contre Sassou au Congo? Je vois personne. Et tout ça, il laissera à son fils. Bon, au niveau de son gouvernement, il est sur la liste du Premier ministre chef du gouvernement, M. Mokosso. Le nom de Kiki venait en 22e position. Mais il est le super ministre qui voit son père quand il veut, comme il veut, et il est à côté de son père. Bon, vous voyez, au niveau même sur le plan politique, et en parti politique, son fils Kiki est membre du bureau politique actuellement du Parti congolais du travail. Oui. Mais avec tout cela, même si vous amenez les anges du ciel pour venir superviser les élections, qui peut gagner des élections? La question se pose, Antoine Awana, qui peut gagner contre Sassou Denis Christel, Sassou Nguesso au Congo? C'est dit Pouga. Le scénario reste le même. Il n'y aura pas de surprise de ce côté-là aussi. Malheureusement, la malédiction, telle que moi j'aime à l'appeler, sous-régionale, elle va se poursuivre, se perpétrer, mais avec un autre nom, Sassou Nguesso. Oui, bien sûr. Vous savez, on a déployé, je crois, une batterie d'analyses concernant la situation au Congo. Si on part sur le plan historique et qu'on revient aujourd'hui, nous comprenons très bien comment est-ce que les choses se mettent en place. Et nous avons des précédents
dans des pays frontaliers. Nous avons un Bongo qui a remplacé un autre. Nous avons un Yadema de l'autre côté qui en a remplacé un autre. Un Débit qui vient de prendre. Donc, en réalité, on impose une forme... Un Obiang qui est sur les starting blocks. C'est pour vous dire qu'on est en train d'installer des royaumes en Afrique, et en Afrique francophone, de sorte de pérenniser en réalité les intérêts des puissances exogènes, et particulièrement celles de la mère patrie. Et donc, il n'y aura pas grande surprise là-bas, parce que tout est fait, toute la technostructure, comme on l'a dit, est mise en place de sorte que la succession se passe de manière la plus logique et la plus normale telle qu'elle a été prédestinée. Et donc, Kiki le pétrolier ne peut que se préparer maintenant à prendre des choses en main. Nous l'avions dit récemment et le grand frère l'a certainement signifié. Il est passé par la Société nationale des pétroles congolais qui, faut-il le rappeler, constitue l'essentiel des réserves en termes de dividendes. C'est là-bas où il y a l'argent. Bien entendu, bien entendu. Et donc, si vous avez pris l'argent et que vous avez un pied au niveau de l'armée, vous leur avez assuré vous avez pris la préservation de leurs intérêts, vous leur avez assuré que qu'ils auraient une forme d'immunité concernant ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer. Parce qu'on parle aujourd'hui de la situation du pôle. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours un certain nombre de combats qui ont lieu là-bas. On parle de ninjas qui seraient toujours retranchés de ce côté-là avec le passeur Ntoumi. Donc, vous comprenez que tout est mis en place pour qu'il n'y ait pas du tout l'émergence d'un opposant qui pourrait faire ombrage. Ceux qui ont essayé de se mettre dans l'opposition sont aujourd'hui soit en exil, soit dans la tombe, soit en prison. Donc, le chemin est balisé. Je crois simplement que je continue à le dire que ce sont les peuples qui sont responsables. Si aujourd'hui Sassou Nguesso est président du Congo, c'est d'abord parce que les peuples ne veulent pas qu'il y ait un changement. Et tant que... Les peuples ont-ils le choix? Vous avez évoqué l'argent. Bien entendu. Vous avez évoqué la finance. Non. C'est des Fouga. Vous savez, Stéphane Barga, il y a des exemples qui démontrent à suffisance que lorsqu'un peuple est indolent, et malheureusement, il subit. Parce qu'aujourd'hui, il faut le voir. Nous parlions tout à l'heure de la situation au Mali. Nous avons évoqué la situation au Burkina Faso. À un moment donné, quand le peuple en a marre, quelle que soit la structure que vous aurez mise en place, tout s'effondrera du jour au lendemain. Et malheureusement, tant que ce peuple-là décide que le statu quo lui plaît, décide que malheureusement, il y a une forme de conformisme dans cette semi-prison à ciel ouvert dans laquelle nous nous trouvons est confortable, nous serons et nous resterons dans cette dynamique où nous avons des chefs d'État qui peuvent se faire représenter par leur fils, puisque on va vous parler ici d'élections démocratiques, mais nous en connaissons déjà le résultat. Parce que tout est fait, et quelqu'un l'a dit ici, vous ferez descendre Jésus-Christ qui ne pourrait pas gagner les élections. Donc, tout est mis en place pour que les choses ne changent pas. Nous espérons simplement, et c'est le but de ces émissions, Stéphane Barga, que le peuple prenne conscience du pouvoir qui est le sien. Et tant qu'il ne prendra pas conscience, il sera un perpétuel sujet et spectateur de sa propre histoire. Nous aurons beau déployer les analyses pour tirer ici les rôles ou bien les implications de puissances étrangères, d'hommes politiques et autres, il appartient au peuple et à lui seul de prendre son destin en main. Merci, Cédric Pouga. Oui, je voulais ajouter quelque chose à ce rôle-là. Oui, d'accord. L'exemple du Mali est patent. Vous savez, Moussa Traoré, lorsque le peuple s'est levé comme un seul homme, Traoré a sorti ses chars de guerre, mais le peuple a affronté ces chars de guerre jusqu'à faire chuter Moussa Traoré. J'étais en prison, il est parti mourir là-bas, même avec son épouse. Donc quand le peuple est un peuple, une foule qui sait faire foule, alors là, il n'y a rien. Même si vous avez des lance-roquettes anti-char Milan, le peuple va aborder et vous allez fléchir. Bonsoir le plateau. Concernant le Congo, le tour est déjà joué. Sassou Fils sera président
Chez nous, ça a commencé comme ça, avec le fils Bango, avec le fils Bongo. Tant pour moi, les magouilles et les magouilleurs de la France, Afrique sont à l'œuvre. En 2009 et 2016, chez nous, des gens ont été assassinés pour avoir discuté ce choix. Je vous dis, le plateau, ces personnes trempées dans des lobbies francs-maçons n'ont pitié de personne. Ils sont prêts à tout pour monarchiser nos pays. Ghislain Fabrice Ebinda a écrit depuis le Gabon. Merci à vous, chers messieurs. Alors, j'ai une question pour Antoine Awana. L'Église catholique et la religion musulmane jouent quel rôle dans ces affaires d'héritage colonial, puisque Jésus et Mohamed ne nous sauvent pas de ces désormais impérialistes africains? S'il vous plaît, chers analystes, proposez autre chose. On a vu le peuple se lever pendant le printemps arabe. Qu'est-ce que cela a changé? C'est une question qui se pose. Alors, Patrick Sapak, je me tourne vers vous. Le temps va nous manquer bientôt. Alors, on a posé la question. C'est vrai que nous-mêmes, on aurait pu y répondre. Sassou Nguesso, président à vie. C'est vrai que s'il y a une succession, un Sassou en remplaçant un autre, on va dire président pour des millénaires. Parce que qu'est-ce qui pourrait empêcher Kiki, Denis Christel, d'être président au Congo? Nous tous sur ce plateau reconnaissons que, à part un miracle divin, c'est pratiquement avéré qu'il va remplacer son père. Alors, est-ce que, pour vous, la problématique est sur un fils qui remplace son père, ou alors sur les idées que ce fils pourrait apporter dans une dynamique de changement du côté Congo-Brazzaville? Pas du tout sur les idées. Parce que nous avons l'expérience. Vous avez parlé des 10 débits. Vous voyez ce que maman est en train d'appliquer? Exactement ce que son père appliquait. Vous voyez au Gabon, qu'est-ce qu'Ali Bongo fait? Il est en train de suivre la trajectoire. Il a essayé de faire des coups de boutoir. La réalité géopolitique, mais surtout du positionnement systématique à la tête de nos États, l'a rattrapé. Alors, donc ce qu'il faut, et ce qu'il faut dire, que la fatalité a des éléments sur lesquels elle s'appuie. Le premier élément, c'est l'armée. Je prends Sankara. Thomas Sankara disait ceci. Un homme en armes, policier, gendarme, militaire, qui peut se tenir sous un drapeau à recevoir des ordres, qui peut tenir une arme à la main, qui peut cracher du feu et donner de la mort, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite cette arme, c'est un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour s'aimer désolation et tristesse autour de lui. Parce qu'il est anormal que des fils d'ouvriers voient leur père entrer en grève contre des régimes réactionnaires, parce qu'ils sont dans l'armée. Ils préfèrent aller combattre contre leur père, qui sont en train de se battre justement pour les intérêts généraux, pour se classer, mettre derrière un régime réactionnaire. Donc, ils n'ont pas de formation idéologique ni de formation politique. Oui. Tous ces gens en armes, c'est d'abord eux le gros problème. Alors, comme c'est eux le gros problème, pour pérenniser, permettre aux chefs de canton occidentaux français, comme Denis Sassou Nguesso, d'entretenir le fond de spectacle permanent de population sans peuple, de nation sans binationale, d'indépendance sans souveraineté bien évidemment, et de démocratie qui se brise constamment en morceaux face à des hommes déterminés à se fossiliser au pouvoir, eh bien, ces gens-là, de l'armée en armes, vivent dans les quartiers avec les populations. C'est ce que je suis en train de dire aux populations pour d'abord se déterminer. C'est-à-dire qu'un militaire, un gendarme, un policier qui vit en la population parce qu'il ne vit pas dans le ciel, ils vivent dans les quartiers avec les populations, vous devez vous mettre en place des stratégies. Dès qu'un Congolais tombe, il faut que ça puisse équivaloir à 10 hommes de l'armée, de la police, de la gendarmerie qui tombent. Non, écoutez, ça pas révolution. S'il vous plaît. Parce que on va faire l'appel à l'insurrection. Nous sommes en train de donner les solutions. Porter les Congolais. Vous savez pourquoi vous êtes en train de parler de fatalisme? Justement parce qu'il n'y a pas de solution. Oui. Alors, au problème dur, je suis dans la tempérance. Oui, au problème dur, écoutez, au niveau du Congo-Brazzaville, il y a eu près de 100 000 morts. Depuis ces fausses indépendances actées par Fulbert Yulou et répétées par des chefs de canton, qu'est-ce que je suis en train de les appeler? Mais ces gens sont allés où, Stéphane Barga? C'est pas en perte et profit. Et si je commence à citer les leaders, les Lumumba, les Sankara, les Sivalus Olympio, tout ce monde-là, personne ne peut suppléer à la perte de gros leaders comme cela qui aurait pu permettre que l'Afrique ne connaisse pas les fusions que nous connaissons aujourd'hui. Alors, donc il n'y a pas de respect possible lorsqu'on a des anthropophages et des cannibales devant nous, de venir là, les applaudir en esquivant avec des discours de banditisme politiquement et diplomatiquement correct, parce qu'on a peur de toucher les sensibilités des criminels. Donc,
je reprends. Si un seul Togolais tombe, parce qu'il y a cette armée, et cette gendarmerie ou cette police qui donne la mort pour préserver les intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts congolais, comment on va au Tchad? C'est-à-dire que vous avez des familles qui sont endeuillées, meurtries, justement parce qu'il y a une armée qui n'est pas formée, idéologiquement et politiquement. Je vous prends un exemple simple pour sortir. Madagascar. Rajolina et Ravalomanana sont en conflit. Ravalomanana a le pouvoir. Il demande à l'armée d'aller mitrailler la population, de la population qui ne sont pas, celle de la population, les personnes de la population qui ne sont pas d'accord avec sa façon de gouverner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la soirée, Stéphane Barga? 3 généraux sont montés au palais, dire au chef de l'État, Excellence, nous devons vous protéger en tant qu'institution, mais cette protection n'est techniquement possible rien qu'en vertu du mandat que ce peuple vous a donné. Alors vous n'allez pas nous demander d'aller mitrailler une population qui a peut-être eu la faiblesse de vous croire dans vos promesses politiques et qui ne voit plus absolument rien du tout. Vous nous demandez d'aller les mitrailler, c'est pas possible du tout. Et c'est cet argument-là d'une armée qui est formée politiquement et idéologiquement qui sauve Madagascar et qui pousse Ravalomanana à quitter le pouvoir et que Rajolina arrive. Vous comprenez? Voilà les armées qu'il nous faut dans nos pays, parce que ces armées-là vont, les armées qui doivent défendre l'intégrité territoriale, c'est les guerriers. Hein, ce ne sont pas les hommes qui ont le souci de profil des carrières. Donc c'est pour ça que vous voyez que ça va très mal. Au Tchad, au Gabon, au Cameroun et partout, parce que les gens sont prêts à mitrailler tout le monde pour protéger un seul individu. C'est l'hégémon central qui se trouve à la tête de l'État. Donc ça va s'arrêter et il n'y a pas à reculer devant ça. Merci Patrick Sapak. Nos pays ne sont pas les propriétés des chefs d'État. Merci Patrick Sapak. Pour l'instant, l'armée camerounaise n'a mitraillé personne. Mais ça, c'est ce que vous dites. On va y arriver. S'il vous plaît, Patrick Sapak. On va y arriver. Elle défend encore l'intégrité du territoire camerounais. Ça, c'est votre... L'armée camerounaise n'a mitraillé personne. Antoine Awana. Oui, je voudrais chuter une petite réponse pour une seconde, une minute à votre question que vous avez posée à Sapak. Oui. Qu'est-ce que Denis Christelle Sassou Nguesso peut apporter aux Congolais? Oui. J'ai dit pratiquement rien. Pour quelle raison? Vous ne l'avez pas vu à l'œuvre? Non, je vous explique. On l'a vu à l'œuvre. Qui n'a jamais souffert. Lorsque son père prend le pouvoir, il n'avait que 7 ans. Alors maintenant, il devient élève dans ce qu'ils ont appelé là-bas le Britannique militaire. Quand il est élève là-bas, il abandonne parce qu'il ne pouvait pas supporter la rigueur militaire et toutes les trucs. Est-ce qu'on fait un délit il va en France. Écoutez, il va en France. Ça n'a pas souffert, Antoine Awana. Il va en France. Nous expliquer. Il va en France pour apprendre le droit. Oui. Et on nous dit là-bas qu'il a eu un diplôme en droit public. On ne sait pas quel diplôme il a eu en droit public. Et quand il rentre de France, on le bombarde directeur général adjoint de la Société nationale de pétrole du Tchad. Vous croyez qu'un enfant parachuté, là je vais donc vous expliquer, parachuté de la sorte peut apporter quoi? C'est le fils à papa. Il est à peu près comme le président de la CEDEAO, là, M. Sisseko Oumarou, Mbalo, qui, dès qu'on lui pose la question de savoir est-ce qu'il y a eu des mercenaires arrêtés au Mali, les mercenaires ivoiriens, il dit Antonio Guterres a dit qu'il n'y en avait pas. Les Maliens lui ont donné le nom, M. Mbalo, alias Antonio Guterres. Merci, Antoine Awana. Merci. Cédric Pouga, nous allons vous remercier d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de la grosse équipe de production qui accompagne chaque production, que dis-je, super production de Kulinda Africa. Mesdames, Messieurs, nous avons essayé d'être le plus rigide possible quant à ces deux situations que vous avez dû constater de vous-même au Tchad, où des événements malheureux ont justement attristé ces pays. Nous avons essayé de présenter les acteurs, les rôles et surtout essayer de nous projeter quant au futur de ces pays qui nous est cher. Nous sommes revenus en République du Congo, Brazzaville, et nous avons présenté un acteur et certainement sa progéniture qui lui suivra. On parle de Sassou Nguesso, un remplaçant l'autre. Une fois que nous l'avons dit, nous allons vous dire merci d'avoir été présent. Je réitère et je rappelle ces rendez-vous importantissime sur le Cameroun la semaine du 6 novembre
est la vôtre, téléspectateurs d'ici et même d'ailleurs. Nous allons disséquer les 40 ans du régime camerounais. Nous allons essayer de présenter le meilleur, peut-être, certainement le pire, il y en a eu aussi, de ce régime-là, de cette façon de faire, de ces projections, de cette vision qui a accompagné le chef de l'État camerounais. Parce que le RDPC, qui est la formation politique qui accompagne son idéologie, est justement en fait avec la cession au pouvoir du chef de l'État Paul Biya le 6 novembre. Nous allons donc revenir la semaine prochaine sur cette accession et sur ces 40 ans du président Paul Biya au pouvoir. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis et certainement à vendredi prochain.